Le scénario de stress économique. Bienvenue dans cette analyse macroéconomique technique. Aujourd'hui, nous nous écartons des manchettes géopolitiques pour nous concentrer exclusivement sur les données financières et logistiques. L'hypothèse de travail de ce rapport est la suivante. Une interruption soutenue de la chaîne d'approvisionnement énergétique au Venezuela, retirant potentiellement 900 000 barils par jour des marchés mondiaux. Contrairement aux analyses politiques, notre objectif est de quantifier l'impact sur les spreads de raffinage, la dette souveraine régionale et les flux de capitaux internationaux. Nous allons examiner comment les marchés à terme intègrent actuellement une prime de risque géopolitique et pourquoi la configuration actuelle des stocks mondiaux diffère fondamentalement des crises précédentes. Cette vidéo est une étude de cas sur la résilience des infrastructures critiques et la réaction des marchés obligataires sud-américains face à une volatilité accrue. Préparez-vous à une plongée profonde dans les chiffres, les marges de raffinage et les projections de CAPEX, dépenses d'investissement, pour la décennie à venir. Chapitre 1. Marché énergétique. Mondiaux et primes de risque. Pour comprendre l'impact immédiat d'une rupture d'approvisionnement vénézuélienne, il faut d'abord analyser la structure actuelle du marché du brut lourd. Le Venezuela est un fournisseur clé de brut, lourd et acide, heavy sour, une qualité spécifique qui ne peut pas être facilement remplacée par le pétrole de schiste américain, qui est léger et doux. Actuellement, les marchés mondiaux intègrent une prime de risque, souvent invisible dans le prix spot du Brent, mais très claire dans les courbes à terme, backwardation. Une analyse des données de 2024-2025 montre que toute perturbation majeure ne ferait pas seulement grimper le prix du baril, mais élargirait considérablement l'écart de prix entre les différents types de pétrole, pénalisant les raffineries non équipées pour traiter des bruts alternatifs. Le retrait soudain de près d'1 million de barils par jour créerait un choc asymétrique. Alors que l'Asie, et particulièrement la Chine, principal acheteur via les marchés gris, verrait ses coûts d'approvisionnement augmenter, l'impact sur les indices de référence mondiaux comme le WTI ou le Brent pourrait être atténué par l'offre excédentaire prévue pour 2026. En effet, les analystes de l'Agence internationale de l'énergie prévoient un coussin de production venant du Brésil, de la Guyane et du Canada. Cependant, ce coussin est quantitatif, pas qualitatif. Le monde a beaucoup de pétrole léger, mais une pénurie de pétrole lourd vénézuélien créerait des goulots d'étranglement spécifiques dans la chaîne de transformation industrielle. Il est également crucial de surveiller la réaction des pays de l'OPEP+. Dans un scénario de perturbation, la capacité inutilisée de l'Arabie Saoudite et des Émirats arabes unis deviendrait le garant de la stabilité des prix. Historiquement, ces producteurs ont la capacité technique de compenser une perte de volume. Mais la question économique est celle du coût logistique de cette réorientation des flux. Le transport du brut du Moyen-Orient vers le bassin atlantique est plus coûteux et plus lent que les flux régionaux depuis le Venezuela, ce qui ajouterait une friction inflationniste sur les coûts de transport maritime, taux de fret des pétroliers VLCC. D'un point de vue purement financier, les traders surveillent de près la volatilité implicite des options sur le pétrole. En période de stress sur l'offre sud-américaine, on observe généralement une augmentation du coût des couvertures, hedging, pour les compagnies aériennes et les industriels. Si le Venezuela sortait du marché, les modèles prédictifs suggèrent une hausse de 15 à 20% de la volatilité à court terme avant une stabilisation. Ce n'est pas un scénario de pénurie absolue, mais un scénario de réajustement coûteux des chaînes d'approvisionnement mondiales, où l'inefficacité logistique se traduit par des prix à la consommation plus élevés. L'analyse doit aussi prendre en compte l'impact sur les marges des raffineries asiatiques indépendantes, les TIPO en Chine. Ces raffineries ont été configurées pour traiter le brut vénézuélien bon marché, souvent vendu avec une décote massive. Une interruption forcerait ces acteurs industriels à se tourner vers des bruts plus chers du Moyen-Orient, comprimant leurs marges bénéficiaires et réduisant potentiellement leur production de produits raffinés comme le diesel ou le plastique. Cela pourrait créer une onde de choc secondaire sur les prix des produits manufacturés exportés par l'Asie. Enfin, il ne faut pas sous-estimer l'effet psychologique sur les marchés financiers. Même si les fondamentaux de l'offre et de la demande suggèrent que le monde peut absorber ce choc, la perception du risque peut entraîner des mouvements de capitaux spéculatifs. Les algorithmes de trading réagissent aux nouvelles en millisecondes, et une interruption confirmée des exportations vénézuéliennes déclencherait des achats massifs de contrats à terme, créant une prophétie autoréalisatrice de hausse des prix. C'est ici que la distinction entre la réalité physique du marché, les barils réels, et la réalité financière, les contrats papier, devient cruciale pour l'investisseur averti. Pour conclure ce chapitre sur les marchés mondiaux, la situation pour 2026 présente un paradoxe. Une abondance globale de pétrole, mais une vulnérabilité critique sur les segments spécifiques du brut lourd. La prime de risque n'est donc pas une peur irrationnelle,
mais une tarification précise de la difficulté technique à remplacer le pétrole vénézuélien dans un système de raffinage mondial complexe et interconnecté. Chapitre 2. Risque de contagion. Macroéconomique régionale. Passons maintenant à l'analyse de l'impact régional. L'économie sud-américaine est interconnectée, et une crise majeure au Venezuela ne reste jamais confinée à ses frontières. Le premier vecteur de contagion est le risque souverain. Les marchés obligataires, qui évaluent la solvabilité des nations, ont tendance à punir l'ensemble de la région en période de volatilité. On pourrait observer un élargissement des sponge spreads, de crédit, la différence de taux d'intérêt, pour des pays voisins comme la Colombie ou le Brésil. Les investisseurs internationaux, cherchant à minimiser le risque, flight to quality, pourraient retirer des capitaux des marchés émergents d'Amérique latine, exerçant une pression à la baisse sur les devises locales comme le peso colombien ou le réal brésilien. La Colombie est particulièrement exposée sur le plan macroéconomique. En tant que principal partenaire commercial frontalier et pays d'accueil principal des flux migratoires, son économie doit absorber des chocs externes significatifs. Une déstabilisation accrue au Venezuela pourrait peser sur les finances publiques colombiennes, augmentant le déficit budgétaire nécessaire pour gérer la sécurité et l'aide humanitaire. Les agences de notation, S&P, Moody's, surveillent ces indicateurs de près. Une dégradation de la note souveraine de la Colombie augmenterait le coût de son emprunt international, freinant ainsi ses propres projets d'investissement en infrastructure. Le Brésil, bien que son économie soit plus grande et plus diversifiée, n'est pas immunisé. Le risque se situe principalement au niveau des échanges commerciaux et de la stabilité de ses frontières nord, État de Roraima. De plus, le Brésil est un concurrent direct du Venezuela sur le marché pétrolier. Paradoxalement, une baisse de la production vénézuélienne pourrait profiter à court terme à Petrobras, la compagnie nationale brésilienne, en lui permettant de gagner des parts de marché. Cependant, l'instabilité régionale tend à refroidir les investissements directs étrangers, IDE, globaux vers l'Amérique du Sud, les multinationales préférant souvent des zones géographiques perçues comme plus stables juridiquement et politiquement. La Guyane présente un cas d'étude fascinant. En plein boom pétrolier, son économie connaît la croissance la plus rapide au monde. Cependant, le risque géopolitique associé à son voisin vénézuélien, notamment concernant la région de l'Essequibo, est un facteur clé pour les consortiums pétroliers internationaux, comme ExxonMobil, opérant au large de ses côtes. Une escalade des tensions ou une rupture économique au Venezuela augmenterait les coûts d'assurance pour les opérations offshore en Guyane et pourrait ralentir le rythme des nouveaux développements, FID, Final Investment Decision, bien que les projets actuels soient très robustes. L'analyse doit aussi inclure les flux financiers informels. Une part significative de l'économie régionale repose sur les remises migratoires, remittances, et le commerce transfrontalier. Une paralysie de l'économie vénézuélienne assécherait ces flux, impactant le pouvoir d'achat des communautés frontalières dans les pays voisins. C'est un effet microéconomique qui, cumulé, a des conséquences macroéconomiques sur la consommation régionale et la demande intérieure. Un autre aspect de la contagion est le risque inflationniste. Si la crise énergétique vénézuélienne pousse les prix du pétrole à la hausse, tous les pays importateurs nets d'énergie de la région, comme le Chili ou le Pérou, verront leurs factures énergétiques augmenter. Cela alimenterait l'inflation domestique, forçant les banques centrales sud-américaines à maintenir des taux d'intérêt élevés plus longtemps, ce qui freinerait la croissance économique globale du continent. C'est un mécanisme de transmission classique, choc d'offres externes, inflation importée, resserrement monétaire, ralentissement économique. En résumé, le risque de contagion n'est pas seulement une théorie politique, mais une réalité financière mesurable. Les corrélations entre les actifs financiers sud-américains augmentent en temps de crise. Pour un gestionnaire de portefeuille ou un stratège économique, la surveillance de la situation au Venezuela est indispensable pour couvrir les risques sur l'ensemble des positions en Amérique latine, des obligations d'État brésiliennes aux actions des banques colombiennes. Chapitre 3. La côte du Golfe des USA et le raffinage. L'un des impacts économiques les plus directs et techniques concerne le complexe de raffinage de la côte du Golfe des États-Unis, US Gulf Coast. Historiquement, ces raffineries ont investi des milliards de dollars pour s'équiper d'unités de cokéfaction, coking units, capables de traiter le pétrole très lourd et chargé en soufre du Venezuela. C'est une question de chimie industrielle. Ces usines sont optimisées pour ce type de brut spécifique. Remplacer le brut lourd vénézuélien par du brut léger américain, VTI, est techniquement inefficace et économiquement désastreux pour ces raffineries, car cela réduit leur rendement en diesel et en carburant lourd. En l'absence de l'offre vénézuélienne, les raffineurs américains, comme Valero ou Chevron, doivent se tourner vers des substituts. Les options principales sont le brut lourd canadien, Western Canadian Select, ou le brut lourd mexicain, Maya.
Cependant, le Mexique a réduit ses exportations pour alimenter ses propres raffineries domestiques et le transport du pétrole canadien vers le Golfe, bien que facilité par les oléoducs, reste contraint logistiquement. Cela crée une concurrence féroce pour les barils lourds disponibles, réduisant les marges de raffinage, crack spreads, des opérateurs américains. L'analyse économique montre que le brut vénézuélien agit comme une variable d'ajustement pour la rentabilité des raffineurs du Golfe. Une interruption prolongée forcerait ces entreprises à opérer en sous-capacité ou à payer une prime significative pour des bruts lourds venant du Moyen-Orient, Irak, Arabie Saoudite, augmentant les coûts de transport et les délais de livraison. Cette inefficacité structurelle se répercuterait inévitablement sur les prix à la pompe aux États-Unis et sur les coûts des produits dérivés, asphalte, fuel maritime. Il faut également considérer l'impact sur les exportations américaines de diluants. Le Venezuela a besoin d'importer des produits légers, NAFTA, pour diluer son brut extra lourd et le rendre transportable par oléoduc. Les États-Unis sont historiquement le fournisseur naturel de ces diluants. Une rupture des relations commerciales ou une paralysie du secteur vénézuélien fermerait ce marché d'exportation pour les producteurs américains, créant un excédent de NAFTA sur le marché intérieur américain et pesant sur les prix de ces condensats. La dimension stratégique des réserves est aussi en jeu. Les raffineries du Golfe opèrent souvent avec des stocks en flux tendus. Une perturbation soudaine en provenance du Venezuela, qui est géographiquement proche, quelques jours de navigation contre plusieurs semaines pour le Moyen-Orient, supprime cette flexibilité logistique. Cela oblige les raffineurs à augmenter leur stock de sécurité, immobilisant ainsi davantage de fonds de roulement, working capital, et pesant sur leur bilan financier. Sur le plan des investissements futurs, cette incertitude décourage les raffineurs américains d'investir dans la maintenance ou l'expansion de leurs unités de traitement de brut lourd. Si l'approvisionnement vénézuélien est jugé trop risqué ou volatile à long terme, nous pourrions assister à une modification structurelle de l'outil industriel américain, qui se détournerait progressivement du brut lourd pour se reconfigurer vers les bruts légers de schiste, un processus coûteux et long, capex intensif. En conclusion pour ce chapitre, la relation entre le pétrole vénézuélien et les raffineries américaines est un mariage de convenances techniques. Une rupture est économiquement douloureuse pour les deux parties. Le Venezuela perd son client le plus solvable, qui paie en cash, et les raffineurs américains perdent leur matière première la plus rentable. C'est un exemple parfait d'interdépendance économique, où la politique peut briser une logique industrielle rationnelle. Chapitre 4. Logistique. Maritime et chaîne d'approvisionnement. Au-delà du pétrole brut, une perturbation au Venezuela a des répercussions majeures sur la logistique maritime dans le bassin des Caraïbes. Le Venezuela n'est pas seulement un producteur de pétrole, c'est un nœud géographique critique. Une instabilité accrue entraîne une hausse immédiate des primes d'assurance maritime pour tout navire transitant dans la zone. Les Club P&MI, Protection and Indemnity Insurance, classerait les eaux vénézuéliennes et potentiellement voisines comme zones à risque élevé, ou risk areas, augmentant drastiquement les coûts opérationnels pour le transport de marchandises, pas seulement pour l'énergie, mais aussi pour les conteneurs et le vrac. Un impact spécifique et souvent négligé concerne le marché de l'ammoniac et des fertilisants, crucial pour l'agriculture mondiale. Trinité et Tobago, voisin immédiat du Venezuela, possède l'un des plus grands complexes pétrochimiques au monde, Pointe-Lisas, produisant de l'ammoniac et du méthanol. Ce complexe dépend en partie de la sécurité des approvisionnements en gaz naturel et de la stabilité régionale pour ses exportations. Une perturbation logistique dans les eaux vénézuéliennes pourrait entraver les mouvements des méthaniers et des navires chimiquiers, créant des tensions sur le marché mondial des engrais. L'analyse de la chaîne d'approvisionnement doit aussi inclure le bunkering, ravitaillement en carburant des navires. La région est un point de passage clé vers le canal de Panama. Si les flux de fioul lourd vénézuéliens s'arrêtent, la disponibilité de carburant marin bon marché dans les hubs régionaux pourrait diminuer, augmentant les coûts de fret pour le commerce international traversant les Amériques. Cela ajoute une pression inflationniste sur le commerce global, bien au-delà de la simple sphère énergétique. Les sanctions et les perturbations forcent également l'émergence d'une flotte fantôme, shadow fleet, de pétroliers vieillissants et mal assurés pour transporter le brut vénézuélien vers l'Asie. D'un point de vue économique, cela représente une inefficacité majeure. Ces transports sont plus chers, plus lents, et présentent des risques environnementaux énormes, marée noire, qui pourraient avoir des conséquences économiques dévastatrices pour le tourisme dans les Caraïbes en cas d'accident. Le coût potentiel d'un nettoyage environnemental majeur n'est souvent pas provisionné dans les modèles économiques actuels. La logistique portuaire régionale serait également affectée. Les ports de transbordement dans les Caraïbes, comme à Curaçao, Aruba ou les Bahamas, ont historiquement servi de centre de stockage et de mélange pour le brut vénézuélien. Une perte de volume durable transformerait ces terminaux en actifs échoués,
Stranded Assets, réduisant les revenus de ces économies insulaires dépendantes des services logistiques. C'est une perte de valeur ajoutée directe pour l'économie caribéenne. De plus, l'incertitude sur les chaînes d'approvisionnement force les acheteurs industriels à diversifier leurs sources, souvent au prix fort. Les producteurs d'asphalte aux États-Unis et en Europe qui apprécient le brut lourd vénézuélien pour ses rendements élevés en bitume devraient être importés depuis des sources plus lointaines, augmentant les coûts de construction routière et d'infrastructures publiques dans leur propre pays. C'est un effet domino classique. En synthèse, la logistique maritime agit comme le système circulatoire de l'économie régionale. Une thrombose au niveau du Venezuela ne tue pas le patient global, mais elle ralentit la circulation, augmente la pression, les coûts et crée des risques périphériques, environnementaux et assurantiels qui pèsent sur la rentabilité de tous les acteurs commerciaux de la zone Atlantique-Caraïbes. Chapitre 5. Modélisation de la reconstruction, CAPEX et délai. Projetons-nous maintenant dans l'analyse post-crise. Quel serait le coût économique réel pour restaurer l'industrie énergétique vénézuélienne ? Les estimations des experts et des banques d'investissement s'accordent sur un point. La dégradation des infrastructures est telle que la reprise ne sera ni rapide ni bon marché. On estime les besoins immédiats en dépenses d'investissement, CAPEX, entre 15 et 20 milliards de dollars uniquement pour stabiliser la production et réparer les infrastructures critiques les plus endommagées, oléoducs rouillés, compresseurs de gaz, terminaux d'exportation. Pour ramener la production à un niveau de 2 millions de barils par jour, son niveau du milieu des années 2010, les modèles économiques suggèrent un investissement total nécessaire de plus de 50 à 80 milliards de dollars sur une période de 7 à 10 ans. Ce capital ne peut pas venir de l'État vénézuélien, actuellement insolvable. Il devra nécessairement provenir d'investissements directs étrangers, IDE. La question économique centrale devient alors quel taux de rendement interne, TRI, sera nécessaire pour attirer ce capital privé dans un environnement post-crise perçu comme risqué. L'analyse technique des champs pétroliers de la ceinture de l'Orénoque montre que de nombreux puits ont été fermés de manière inadéquate, ce qui peut avoir endommagé irrémédiablement les réservoirs. Dans certains cas, il sera économiquement plus rationnel de forer de nouveaux puits, greenfield, que de tenter de réhabiliter les anciens, brownfield, ce qui augmente considérablement les coûts initiaux et allonge les délais avant le premier baril, first oil. Le facteur temps est critique. Chaque année de retard augmente la dégradation des actifs existants. Il faut aussi modéliser le coût humain et technique. Le Venezuela a subi une fuite massive de cerveaux, brain drain, perdant des milliers d'ingénieurs et de techniciens pétroliers qualifiés. Reconstruire cette capacité humaine a un coût économique. Il faudra payer des salaires expatriés, élevés, pour faire revenir les talents ou attirer des consultants internationaux, ce qui augmentera les coûts opérationnels, OPEX, de la future compagnie nationale ou des joint ventures. La dette existante de la compagnie pétrolière nationale, PDVSA, et de l'État est un autre obstacle majeur. Avant même d'investir le premier dollar dans un nouveau forage, il faudra une restructuration complexe de la dette souveraine et corporative, probablement l'une des plus grandes de l'histoire financière. Les détenteurs d'obligations, les créanciers commerciaux et les arbitrages juridiques devront être traités pour nettoyer le bilan et permettre de nouveaux financements. Sans cet assainissement financier, le coût du capital restera prohibitif. Cependant, le potentiel géologique reste immense, ce qui maintient l'intérêt des majors pétrolières, Chevron, Repsol, Eni, etc. D'un point de vue purement géologique et économique, le coût d'extraction au Venezuela reste potentiellement l'un des plus bas au monde si les infrastructures fonctionnent. Le pari économique de la reconstruction repose donc sur cet arbitrage. Des coûts initiaux massifs, CAPEX, pour accéder à des coûts marginaux de production faibles, OPEX, sur le très long terme. En conclusion, la modélisation de la reprise montre qu'il n'y aura pas de rebond en V immédiat. Il s'agit d'un processus industriel long, intensif en capital, qui nécessitera un cadre juridique stable et des dizaines de milliards de dollars. Pour l'économie mondiale, cela signifie que l'on ne peut pas compter sur un retour rapide de l'offre vénézuélienne pour équilibrer les marchés avant la fin de la décennie 2020 au mieux. Chapitre 6. Conclusion et perspectives de marché. Pour résumer cette analyse d'impact économique, nous faisons face à un scénario de risque asymétrique. Globalement, les marchés de l'énergie disposent de tampons suffisants pour absorber un choc de volume vénézuélien grâce à l'offre croissante non OPEP, Brésil, Guyane, Canada. Cependant, l'impact qualitatif sur le marché du brut lourd et l'impact régional sur les économies sud-américaines seraient sévères et coûteux. La prime de risque actuelle sur les marchés est justifiée, non pas par la peur d'une pénurie mondiale, mais par la certitude de frictions logistiques et de coûts de raffinage plus élevés. Pour les investisseurs exposés à l'Amérique latine, la surveillance de la dette souveraine et des flux migratoires est aussi importante que celle du prix du baril.
La contagion financière reste le risque le plus sous-estimé dans les modèles actuels. À long terme, le coût de la reconstruction des infrastructures énergétiques du Venezuela représente à la fois un défi financier colossal et une opportunité d'investissement potentielle pour la prochaine décennie, à condition que les conditions de sécurité juridique soient réunies. D'ici là, le marché devra s'adapter à une offre structurellement contrainte en provenance de ce qui fut autrefois une superpuissance énergétique. Merci d'avoir suivi cette analyse technique. Notre objectif était de fournir une perspective strictement économique, basée sur les fondamentaux de l'offre, de la demande et des flux financiers, loin du bruit politique habituel. Pour ceux qui souhaitent approfondir les données, les rapports sur les marges de raffinage du Golfe et les analyses de la dette souveraine émergente sont des lectures complémentaires indispensables. Restez attentifs aux indicateurs macroéconomiques, car dans ce domaine, les chiffres racontent souvent l'histoire avant les nouvelles. À la prochaine pour une autre analyse de marché.